Bonjour à tous et bienvenue dans Futur Mag. Aujourd'hui, nous sommes dans les rues de Copenhague, la capitale du Danemark. Vous allez voir que c'est une ville qui est à la pointe dans le domaine des bâtiments écologiques. Bien entendu, avant, pendant ou après l'émission, vous pouvez nous retrouver sur arte.tv/futurmag et réagir sur les réseaux sociaux. Mais tout de suite, place au sommaire. Cette semaine, Futur Mag s'envole pour Israël à la rencontre d'un personnage hors du commun, Hossam Haïk. Chercheur et inventeur, il vient de créer un appareil qui pourrait révolutionner la lutte contre le cancer. Un nez électronique ultra sensible. Je me suis demandé pourquoi je ne pourrais pas recréer cela de façon électronique. Je me suis dit, il faut apprendre du chien. Puis retour en France à Meudon, en banlieue parisienne, à la découverte de ce qui représente l'archétype des constructions du futur. Des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Et enfin direction le Canada, pas très loin de Vancouver, pour retrouver Anna Kosinski. À tout juste 16 ans, elle vient de mettre au point une lampe qui s'allume grâce à la chaleur des mains. Une invention qui pourrait bien changer la vie de ceux qui n'ont pas accès à l'électricité. C'est vraiment fou que cela s'allume juste avec la chaleur humaine. C'est incroyable. Toujours dans les rues de Copenhague pour notre rubrique homme consacrée une fois n'est pas coutume à son meilleur ami, le chien, et plus particulièrement à son flair, qui pourrait servir à dépister le cancer. Mais avant de vous en dire plus sur cette innovation surprenante, voyons comment fonctionne l'odorat. Monsieur Keller et ses chiens ne sont pas égaux face aux odeurs. Pourtant, le principe de fonctionnement de l'odorat est le même pour tous. La cavité nasale est recouverte de sécrétions visqueuses et translucides, le mucus. Le mucus est sécrété par l'épithélium olfactif, destiné à piéger les molécules odorantes volatiles. Plus il en détecte, plus on sent l'odeur. La taille de cette zone va donc déterminer la puissance de l'odorat. Si chez Monsieur Keller, cet épithélium couvre 2 à 3 cm², chez son berger allemand, il peut atteindre 180 cm² grâce à sa structure faite de plis et de replis. Les molécules odorantes sont ensuite détectées par un réseau de cellules réceptrices, de véritables neurones qui vont transmettre directement l'information au bulbe olfactif, une partie du cerveau dédiée aux odeurs. Là encore, les chiens dominent largement Monsieur Keller, qui ne possède que 5 millions de ces cellules olfactives, alors que son teckel en a 120 millions et son berger allemand 220 millions. Ce qui explique que certaines races soient utilisées par l'homme pour détecter drogue, explosifs ou victimes de catastrophes. En partant du principe qu'un homme ou une femme malade dégage des molécules spécifiques, des chercheurs israéliens ont dressé des chiens pour détecter le cancer. Et ça marche. Du coup, ils ont mis au point un nez électronique qui s'en inspire. L'appareil est capable de détecter des tumeurs à un stade précoce. Nous partons tout de suite en Israël, à l'Institut scientifique du Ternion. La ville de Haïfa, au nord d'Israël, à l'épicentre du Ternion, l'Institut technologique israélien. Ici, nous rencontrons le professeur Hossam Haïk, 38 ans. Cet arabe israélien, originaire de Nazareth, est classé par le MIT au top 35 des inventeurs les plus innovants de sa génération. Car Hossam Haïk est bien décidé à révolutionner la détection du cancer. Il y a bien trop de malades du cancer dans le monde. Chaque année, plus de 10 millions de personnes contractent la maladie. Et 3 millions en meurent. C'est cette situation qui me motive. Je veux aider ces malades, leur simplifier les choses. Aider les malades pour Hossam Haïk, c'est dépister leur cancer avant qu'il ne soit trop tard. C'est leur offrir un diagnostic précoce. Le secret pour sauver de nombreuses vies. L'invention d'Hossam Haïk, la voici. Un détecteur de cancer du poumon par l'haleine, appelé le nanose, une sorte de nez électronique. Il ressemble certes à un alcotest géant, mais c'est un bijou de technologie. Notre haleine contient des particules odorantes, biomarqueurs de maladie, qui passent par la circulation sanguine vers les poumons, puis se retrouvent dans la laine. En soufflant, le patient expulse un millier de molécules différentes qui vont être analysées par le nanose. L'appareil repère les biomarqueurs de la maladie, même à son stade le plus précoce. En moins de 2 minutes, le nanose rend son diagnostic. Mais comment Hossam Haïk a-t-il eu cette incroyable idée? Tout simplement un jour, en observant le flair du meilleur ami de l'homme. En voyant que les chiens arrivaient à flairer et à renifler certaines maladies, je me suis dit, Eureka!
Je me suis demandé pourquoi je ne pourrais pas recréer cela de façon électronique. Je me suis dit, il faut apprendre du chien. Il faut imiter le flair incroyable du chien, mais de façon électronique, et que cela nous soit utile. Nous sommes dans un centre de formation à la détection canine qui travaille en coopération avec l'université israélienne Ben Gurion. Ces chiens sont entraînés à repérer de nombreux produits. Au départ, notre société était spécialisée dans la sécurité. Les chiens qui participent à ce projet savent détecter des charges d'explosifs ou retrouver des personnes disparues, par exemple. Puis, on les a entraînés à participer à ces nouvelles recherches. Aujourd'hui, les chiens vont pouvoir tester leur incroyable flair. Dans ce frigo, des échantillons de cellules cancéreuses. Voilà, ça c'est l'échantillon. Je le pose ici. À l'autre bout du tube, il y a une récompense, une balle, tout simplement. Le chien, lui, est de l'autre côté du mur. Il renifle à l'intérieur des tubes. Et au moment où il trouve l'échantillon qui contient les cellules cancéreuses, je libère la balle pour le récompenser. Là, vous voyez, il renifle, il cherche, et lorsqu'il va arriver devant le bon échantillon, il va s'asseoir pour signaler qu'il l'a trouvé. Le résultat de ces recherches est fascinant. Les chiens que nous entraînons bien identifient systématiquement les cellules. Ils ne se trompent pas. Fabriquer une machine inspirée de la capacité des chiens à renifler les cancers, c'est bien le défi d'Ossam Haïk. Pour comprendre comment il a réussi à créer ce nez électronique, nous le suivons dans la zone blanche du Ternion, un laboratoire totalement stérilisé. De l'animal à la machine, du flair au nanocapteur, il constitue le cœur d'une anose. Avec mon équipe, nous travaillons sur le système de capteurs qui sont au cœur du nez électronique que nous développons. Ce sont les capteurs qui analysent de façon très précise les particules de la laine et qui jouent le rôle de détecteur dans notre système. Je souffle dans ce système, l'air rentre dans de minuscules tuyaux de la dimension d'un cheveu, le souffle entre en contact avec le capteur qui envoie un signal indiquant si l'individu est malade ou pas. Mais en pratique, le nano, ça ressemble à quoi? Et comment s'utilise-t-il? Petit test pratique. Voilà, c'est le système qui permet de récupérer la laine qu'on utilise pour l'analyse. Regardez, le patient place ce tube sur sa bouche et souffle. Très vite, très facilement, la poche se remplit. Pouvez-vous simplement souffler dans l'appareil, s'il vous plaît? Voilà, c'est tout, c'est fini. Alors maintenant, je récupère cette poche, je la place sur notre système que nous appelons le nez électronique. Le contenu de la poche, la laine, va être analysé par l'appareil qui contient, lui, des capteurs. Des capteurs capables de détecter les molécules cancéreuses. Puis, le système va réagir par des signaux que vous voyez sur l'écran. Les signaux sont négatifs. Cela veut dire que le patient est en bonne santé. Il n'a pas le cancer du poumon. Petit à petit, le profil médical du patient se dessine. Ces molécules sont saines ou cancéreuses. À l'hôpital Bellinson, on réalise des tests cliniques d'une anose. Il est simple d'utilisation et surtout il permettrait d'obtenir un diagnostic immédiat. Le diagnostic précoce est un facteur déterminant dans le traitement des cancers. Une de nos grandes frustrations, c'est que souvent, nous détectons les maladies à un stade trop avancé. Si vous regardez le cas de cette femme, par exemple, vous voyez, elle est arrivée avec une tumeur très grave qui s'étend sur une partie importante du poumon. À ce stade-là, on ne peut plus la guérir. Lorsque l'on détecte un cancer à un stade bien avancé, eh bien un an après, 50% des patients décèdent. Si on le détecte à un stade précoce, 85% des patients survivent.
Si le malade n'a pas été dépisté assez tôt, il va devoir subir un traitement très lourd. Scanner, chimiothérapie, radiothérapie, prise de sang. Ces soins peuvent durer entre 6 mois et 10 mois, et parfois même plusieurs années. Testé sur près de 4000 patients dans 22 hôpitaux à travers le monde, le nez électronique affiche un taux de dépistage réussi de 95%. Des résultats plus qu'encourageants et qui suscitent beaucoup d'espoir car les malades racontent souvent la même histoire, celle d'un cancer dépisté trop tard. 15 millions d'euros ont été investis dans le développement d'une anose. Et d'ici 4 à 10 ans, le nez électronique pourrait équiper chaque cabinet médical pour votre check-up annuel. Cancer du poumon, du côlon, du sein ou Parkinson, le nanos pourrait à l'avenir traquer de nombreuses maladies. Et des tests sur l'hypertension artérielle pulmonaire sont en cours. Hossam Haik, lui, espère qu'un jour on puisse simplement acheter un nanos en pharmacie comme un test de grossesse. Et pourquoi pas faire son diagnostic à domicile? Le chien n'est pas le seul animal à pouvoir nous donner un petit coup de main dans la lutte contre le cancer. Les abeilles pourraient également devenir d'excellents indicateurs de l'état de santé des personnes. Et c'est notre bref du web. Grâce à leurs antennes qui leur servent de nez, les abeilles ont un excellent odorat et seraient capables de détecter des maladies chez l'homme. Bloquées pendant 10 minutes, le temps de les entraîner, il suffirait de les exposer à des molécules olfactives caractéristiques de certaines pathologies et de les nourrir de sucre pour qu'elles associent immédiatement cette odeur à une récompense. Partant de ce constat, une designer portugaise, Susana Soares, a imaginé un système composé d'un ballon de verre comportant 2 chambres. Le patient souffle dans la petite chambre et si les abeilles détectent la substance pour laquelle elles ont été dressées, elles se ruent dans le petit compartiment. Ce système pourrait permettre de déceler la tuberculose, le diabète ou certains cancers à un stade très précoce. Copenhague est la capitale du Danemark, mais c'est aussi la capitale du bâtiment écologique. Nous sommes devant une des antennes des Nations Unies, un édifice équipé entre autres de 1400 panneaux solaires et d'un système de climatisation à l'eau de mer. Les performances énergétiques de ce type de bâtiment n'ont rien à voir avec ce qui se faisait il y a 20 ans à peine. Regardez plutôt. Le bâtiment est dans l'Union européenne un gouffre d'énergie. 40% de l'énergie totale consommée, devant les transports et l'industrie. Les économies d'énergie dans le bâtiment sont donc un enjeu économique et écologique majeur. Des maisons à basse consommation, dites passives, existent déjà par milliers en Europe du Nord, en Allemagne et en Suisse, ayant largement démontré que les solutions techniques existent. Cela permet d'atteindre une consommation très basse dans ces bâtiments, environ 50 kWh par mètre carré et par an, soit 8 fois moins qu'un bâtiment moyen classique datant des années 1970. Un bâtiment à énergie positive fait encore plus fort. C'est un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme pour son fonctionnement. Cela est possible grâce à une production locale d'énergie avec des moyens de captage ou de production, comme des capteurs photovoltaïques, des chauffe-eau solaires, des éoliennes, des pompes à chaleur enfouies dans le sol, etc., etc. Les bâtiments à énergie positive sont de plus en plus innovants et de plus en plus nombreux, bien qu'encore trop rares. Ce sont principalement des bureaux, un tiers sont des maisons individuelles et le reste des logements collectifs. Le Danemark est en avance sur les autres pays européens parce que les Danois ont été les premiers à adopter des lois sur l'environnement. La France cherche à rattraper son retard et à cet égard, je vous propose la visite d'un bâtiment à énergie positive en région parisienne, le Green Office à Meudon. Les bâtiments intelligents fleurissent partout en Europe. De nouvelles normes de construction s'imposent en effet pour que les bâtiments neufs consomment de moins en moins d'énergie. L'objectif pour 2020 est bien plus ambitieux. Généraliser les bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire ceux qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Pour en arriver là, il faut réunir une bonne isolation, une bonne circulation de l'air, une maîtrise de l'ensoleillement et aussi de tous les appareils électriques, sans oublier bien sûr la production d'énergie dans le bâtiment. Facile à dire, mais plus dur à réaliser. C'est le cas du Green Office. Ce bâtiment intelligent est un modèle du genre. Sur une surface de 23 000 m², il loge les bureaux de 1250 employés. Toute l'ingénierie de ce bâtiment est tournée vers le développement durable et la production d'énergie verte.
Après 3 ans de service, il peut afficher déjà un bilan énergétique très positif. Il est capable de produire chaque année 80 kWh par mètre carré, alors qu'il n'en consomme que 9 dixièmes. Éric Mazoyer, à l'origine du projet, a tout pensé pour limiter les déperditions d'énergie. Dans un bâtiment de bureau, les 2 principaux postes de dépenses d'énergie, c'est la climatisation et l'énergie de la lumière pour les femmes et les hommes qui travaillent dans cet immeuble. Le premier enjeu pour Éric Mazoyer, la climatisation. Trop énergivore, elle a été proscrite du Green Office. À la place, le bâtiment est doté d'un système de ventilation intelligent. 50 000 capteurs de température sont disséminés dans son ensemble. Et quand les bureaux dépassent les 21 degrés, ils s'autorégulent grâce à un système de circulation d'air naturel et automatisé. On se sert en fonction des saisons de ce système qu'on a inventé, qui est une porte qui est pilotée par un ordinateur et qui permet en fait de mettre l'immeuble en équilibre thermique entre les évolutions exogènes, externes, c'est-à-dire la météo, et puis la façon dont l'immeuble se comporte en interne. Par exemple, l'été, ça permet à ce clapet de s'ouvrir pour aller chercher de la fraîcheur à l'extérieur, notamment la nuit. Cette fraîcheur est ensuite balaye l'ensemble de la structure, se stocke la nuit dans la structure, et le jour se diffuse et permet au bâtiment d'avoir une température tempérée. Le deuxième défi pour Éric Mazoyer était de limiter la surconsommation d'énergie liée aux multiples lampes des bureaux. Il a fait le choix de privilégier au maximum la lumière naturelle. On a plutôt tendance en France à bunkériser un peu nos immeubles, c'est-à-dire à avoir le moins de fenêtres possible, alors que nous on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a misé sur la lumière. En fait, on a 50% des surfaces qui sont vitrées par rapport à 50% des surfaces de façade qui sont pleines. En plus d'une conception favorisant la lumière du jour, le bâtiment est capable de calibrer l'éclairage artificiel en fonction des besoins. Des détecteurs de mouvement reliés aux lampes permettent d'éteindre automatiquement la lumière lorsqu'un employé n'est plus à son bureau. Le bâtiment est donc entièrement piloté par un centre nerveux qui s'adapte à toute situation pour éviter les dépenses énergétiques inutiles. Mais le Green Office va encore plus loin dans la traque à la consommation d'énergie, grâce à un logiciel ultra performant qu'utilise régulièrement François Pacoureau, responsable de l'environnement du bâtiment. Ce logiciel nous permet de mesurer chaque consommation liée à des usages, contrairement aux autres immeubles classiques où on a une facture globale qu'on subit en général et dont on ne mesure absolument pas le détail. Ici, pour tous les usages qu'on étudie, chauffage, ascenseur, bureautique, éclairage, on est capable de dire mois par mois quelle est la consommation de chacun de ces usages. Ça nous permet donc, en connaissance de cause, d'agir sur ces consommations-là et de faire des économies. Et du coup, il est possible de détecter certains problèmes, comme par exemple celui des ordinateurs allumés sans raison. Nous voyons là sur l'écran la consommation quotidienne avec les jours et la nuit. On voit là ce qu'on appelle le talon. Donc il y a une consommation résiduelle permanente la nuit qui est liée aux ordinateurs qui ne sont pas éteints, etc. Et donc globalement, cette consommation résiduelle sur une année représente 40% de la consommation bureautique. Donc il y a une manière d'agir. Dans un bâtiment classique, rien ne permet de détecter des anomalies ou de faire des économies sur tel ou tel poste. Dans ce cas précis, les employés seront incités à éteindre leurs ordinateurs le soir et le week-end. Résultat de tous ces efforts, le Green Office consomme 3 fois moins qu'un immeuble de bureau traditionnel. Mais tout cela ne suffit pas pour être un bâtiment à énergie positive. Il faut aussi produire massivement son électricité. Ici, les panneaux photovoltaïques sont partout, sur les façades de l'immeuble, les toitures du parking et bien sûr les toits. Leur orientation est un élément essentiel pour que la production d'électricité soit optimum. Donc l'immeuble à énergie positive, c'est donc un immeuble qui consomme très très peu. Donc pour faire du positif, il faut produire plus qu'on ne consomme, c'est assez logique. Et pour produire plus d'énergie qu'on en consomme, on a mis en place un parc photovoltaïque. Sur toutes les terrasses, très bien exposées, on a mis des panneaux à très très haut rendement, qui ont été intégrés dans l'éco-conception du bâtiment pour être très très bien orientés, vont prendre en fait le maximum de la puissance du soleil. Les panneaux photovoltaïques sont une pièce maîtresse du Green Office. À eux seuls, ils permettent de répondre à la moitié de ses besoins en énergie. Mais cela ne suffit pas. Le reste de ces ressources vient des sous-sols. Grâce à une chaudière d'un nouveau type qui permet non seulement de chauffer le bâtiment, mais aussi de produire un surcroît d'électricité. Donc voilà, là vous êtes dans une des innovations techniques majeures de Green Office, c'est cet ensemble de cogénération.
Alors la cogénération, c'est quoi? Ce sont des chaudières qui fonctionnent avec de l'huile végétale, de l'huile de colza. Donc on brûle de l'huile de colza. À la sortie, sort deux choses, sort de la vapeur d'eau chaude qui permettent de chauffer le bâtiment. Et au passage, comme cette vapeur est sous pression, parce qu'en fait c'est un moteur, ça fait tourner une petite turbine électrique qui fabrique de l'énergie, de l'électricité, qui est autoconsommée, donc qui est consommée par le bâtiment. Une production d'énergie de plus en plus verte grâce à la combinaison de la cogénération et des panneaux photovoltaïques. Cela permet de générer une énergie abondante et surtout excédentaire. Au final, le Green Office produit 10% de plus qu'il n'en consomme. Aujourd'hui, en France, il existe environ 200 bâtiments à énergie positive. Mais le phénomène prend de l'ampleur, puisque 20 à 30 nouveaux édifices sortent de terre chaque année. La France de demain sera positive. Toujours dans ce bâtiment des Nations Unies, je suis maintenant en compagnie du ministre danois de l'énergie, du climat et des travaux publics, Rasmus Helveg Petersen. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pouvez-vous me dire pourquoi le Danemark est-il aussi en pointe dans le domaine de la performance énergétique ? C'est le résultat d'une politique que nous menons depuis très longtemps, puisqu'elle remonte aux années 70, où à la suite des chocs pétroliers, l'économie danoise a été frappée de plein fouet par la flambée des prix du pétrole. Au fil des ans, nous avons resserré notre législation, notamment dans le domaine de la construction, pour avoir aujourd'hui la législation la plus stricte dans ce domaine en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et l'empreinte environnementale. Et cette politique a bien porté ses fruits. Il y a donc une explication historique. Est-ce que votre portefeuille, qui couvre à la fois le climat, l'énergie et la construction, via les travaux publics, est aussi une raison de cette efficacité ? En partie seulement, car ces domaines ne sont regroupés sous un même ministère que depuis quelques années, même si c'est une solution évidente pour l'avenir. Il est clair que la part du bâti par rapport à l'empreinte environnementale totale est telle qu'il est indispensable de la prendre en compte quand il s'agit d'élaborer une législation globale en matière de réduction des émissions de carbone. Est-ce que c'est un investissement énorme que de développer un parc immobilier dédié justement à l'efficacité énergétique? Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher que des constructions classiques? Le coût est naturellement plus élevé, c'est certain. Mais le coût total du bâti ne se résume pas au coût de la construction. Il faut prendre en compte les coûts liés à l'entretien, au chauffage, etc. Et ces coûts sont par définition faibles si l'efficacité énergétique est prise en compte dès le départ. Donc sur la vie d'un bâtiment qui peut être de 30, 40, voire 50 ans. Il ne fait aucun doute que le bâti construit pour être énergétiquement raisonnable ou sobre revient moins cher que le bâti conventionnel, puisque les coûts ultérieurs seront moins importants. C'est une bonne affaire si l'on accepte le fait que l'investissement de départ est plus important. Mais il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, les promoteurs savent construire du bâtiment à énergie basse qui coûte seulement 10 à 20% de plus que le bâti traditionnel. Et sur la durée de vie du bâtiment, ce surcoût se trouve très largement amorti. On croise beaucoup de vélos à Copenhague et beaucoup de bâtiments très technologiques, orientés vers l'efficacité énergétique. Est-ce que justement le secret du succès en la matière, c'est cette combinaison des choses simples et des choses sophistiquées? Oui, si vous voulez. La consommation d'énergie au Danemark est aujourd'hui aussi élevée qu'en 1980. Mais notre économie est aujourd'hui 2 fois plus puissante par rapport à cette date. Autrement dit, en faisant le choix d'une politique orientée vers une réduction de la consommation d'énergie, autant par la recherche de solutions hautement technologiques qu'en incitant les gens à prendre leur vélo, nous avons réussi à maintenir la consommation d'énergie élevée tout en réduisant notre empreinte carbone. C'est un succès unique, qui tient aussi au fait, comme vous l'observez si justement, que nous combinons de nombreuses solutions. Mais j'insiste sur le fait que cette politique date de la crise pétrolière, où nous avons pris la décision de ne plus dépendre du pétrole, en utilisant toutes les solutions disponibles, qu'elles soient high-tech ou low-tech. Je crois savoir qu'il y a un projet pour Copenhague, pour en faire une ville neutre d'un point de vue des émissions de carbone à l'horizon 2025. Est-ce que c'est un projet qui est toujours d'actualité? Est-ce que c'est crédible, cette perspective? Si on ne se fixe pas d'objectifs ambitieux, on est certain de ne pas les atteindre. Oui, le fait même de se fixer des objectifs est la condition même pour parvenir à un résultat. Celui-ci reste tout à fait réaliste.
Nous sommes bien conscients des nombreuses difficultés qu'il nous faudra résoudre, en particulier dans le domaine des transports. D'un autre côté, nous voyons que les technologies se développent sans cesse. Les éoliennes que nous voyons par la fenêtre sont infiniment plus performantes que celles qui étaient construites il y a 10 ans. De même, le bâtiment où nous sommes assis aujourd'hui est beaucoup plus performant qu'un bâti neuf construit il y a 10 ans. Si la technologie continue à évoluer ainsi, notre objectif n'est pas du tout irréaliste, bien au contraire. J'ai l'habitude de dire que le plus coûteux serait d'opter aujourd'hui pour la solution la moins chère, car c'est celle-là qui nous reviendrait le plus cher à long terme. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir. Je crois que vous avez maintenant un rendez-vous urgent au Parlement, donc on va vous rendre à vos obligations et vous pourrez retrouver évidemment l'intégralité de cette interview sur arte.tv/futurmag. Les bâtiments intelligents fleurissent au Danemark et commencent à voir le jour en France, mais d'autres projets sont à l'étude, plus ambitieux, plus utopiques peut-être aussi, car ils vont beaucoup plus loin, et c'est notre bref du web. Dans l'émirat d'Abu Dhabi, on ne se contente pas de bâtiments intelligents. On construit une véritable ville intelligente destinée à accueillir 50 000 habitants. Une oasis futuriste appelée Masdar qui se veut être la première ville 100% durable. Sa construction a débuté en 2008 et voilà à quoi elle pourrait ressembler. Le projet est un savant mariage entre les traditionnelles cités du désert, construites pour lutter contre la chaleur, et des technologies les plus modernes. Ce serait aussi la seule ville qui fonctionnerait uniquement à l'énergie solaire et éolienne, et les voitures y seraient complètement interdites, des navettes électriques permettant d'entrer et de sortir de la ville. Le projet, que certains désignent comme une ville utopique sécurisée, dont le coût dépasse 22 milliards d'euros, devrait ouvrir en 2020. Dans notre rubrique objet aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec une jeune Canadienne qui depuis des mois fait le buzz sur Internet. À 16 ans, Anne Makosinski a mis au point une lampe torche, une lampe de poche, alimentée par la seule chaleur du corps. Son idée, apporter la lumière à ceux qui en ont besoin, mais pas forcément les moyens. Un rêve qui est sur le point de se réaliser. Victoria, une ville à l'extrême ouest du Canada, située sur l'île de Vancouver. Comme chaque jour à 15h30, c'est la fin des cours au lycée Saint-Michael. Pour les élèves, c'est le moment de décompresser après une dure journée de travail. La jeune fille aux cheveux bruns, c'est Anne Makosinski. À première vue, une adolescente comme les autres. Et pourtant, du haut de ses 16 ans, elle est en passe de changer la vie de millions de personnes. L'été dernier, Anne Makosinski remporte le premier prix d'un concours scientifique international grâce à une invention révolutionnaire. Une lampe sans pile qui s'allume simplement en la touchant avec ses mains. Ma réaction quand j'ai gagné a été un choc. Je m'y attendais pas. Quand on regarde les autres projets des autres concurrents, ils étaient vraiment pointus. Le mien ressemblait à un projet de bébé. Ouais, c'était un vrai choc. Alors à quoi ressemble cette lampe si spéciale? Et pourquoi représente-t-elle aujourd'hui un espoir pour les pays du tiers-monde? Mon projet pour le concours, c'est cette lampe torche. C'est tout simplement une lampe torche qui capte la chaleur humaine et la convertit en électricité. Donc là, ma main est chaude et il fait plutôt froid. Et on peut voir que quand je mets ma main dessus, de la lumière est produite. Une lampe hors du commun, créée par une adolescente de 16 ans. Il faut dire qu'Anne baigne dans un univers scientifique depuis toute petite. Comme cadeau de Noël, ses parents lui ont offert un fer à souder. C'est d'ailleurs lors d'un voyage avec ses parents qu'Anne va avoir l'idée de sa lampe si spéciale. Sur ces images, elle a à peine 2 ans, en vacances aux Philippines, le pays originaire de sa mère. En grandissant, elle se fait de nombreux amis et en 2008, une rencontre va tout changer. Je me suis fait une bande d'amis aux Philippines et je parlais à l'une des filles sur Internet. Elle me disait qu'elle avait raté ses examens à l'école. Pourtant, c'est une fille brillante. Je me suis dit, comment ça se fait? Elle m'a dit que dans sa maison, elle n'avait pas d'électricité et donc pas de lumière le soir pour faire ses devoirs. Un problème que confirme Sandra, sa mère. Elle a vécu 13 ans dans un petit village aux Philippines. C'était une vie très simple, car il n'y avait pas d'électricité. Et quand on rentrait de l'école, on devait faire les tâches ménagères. Et on devait les faire vite, car après on avait les devoirs. Et à 19h, tout le monde dormait.
C'était dur d'étudier. Selon une étude menée par Électriciens sans frontières aux Philippines et en Asie, un enfant qui vit dans une maison avec l'électricité gagne 2 ans d'éducation par rapport à un enfant qui vit dans une maison sans électricité. Pour remédier à ce problème, Anne décide donc de créer une lampe d'un nouveau genre. C'est ici, dans le salon familial aménagé en laboratoire, que la jeune fille va faire ses premières expériences. Et comme point de départ, elle est partie d'une évidence. Il faut savoir que le corps humain dissipe 100 watts par heure. On a tellement de chaleur et d'énergie irradiant de nous, et pourtant ce n'est pas utilisé, c'est gaspillé. Je me suis dit que j'allais essayer de m'en servir. 100 watts, autant qu'un chargeur d'ordinateur portable. La chaleur humaine peut donc être utilisée comme une source d'énergie. Mais encore faut-il réussir à la transformer en électricité. La solution, Anne va la trouver dans un produit tout simple, le module Peltier. Voilà à quoi ressemble une plaque Peltier quand elle est intacte, recouverte de plaques en céramique. Quand on l'ouvre, on voit plein de petites jonctions en métal. Et quand on les plaque, comme ceci, et qu'on réchauffe un côté et que l'autre reste froid, cela crée de l'électricité. Le principe repose sur l'effet Peltier, du nom du physicien français qui l'a découvert en 1834. La chaleur de la main réchauffe la surface haute de la plaque, créant ainsi une différence de température avec la partie basse. Ce qui engendre une différence de potentiel, c'est-à-dire de tension, comme entre les 2 bornes d'une pile. Ainsi, un courant électrique est créé entre les 2 plaques. Donc là, j'ai une plaque Peltier. Elle est connectée à un voltmètre pour mesurer la tension en millivolts. Et ici, on a un ampèremètre. Donc je vais mettre ma main comme ceci. Et on peut voir qu'il y a de l'électricité. On obtient environ 150 millivolts et 70 microampères. Mais un problème se pose. Le voltage obtenu est 16 fois inférieur à celui requis pour allumer une lampe. J'ai rencontré un problème. La tension produite était trop faible. Il fallait que je l'amplifie, donc j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. La solution qu'Anne a trouvée a été d'intégrer un circuit électronique qui permet d'accumuler l'énergie d'un courant continu pour le restituer avec une tension plus élevée. Cela permet d'obtenir une puissance suffisante pour allumer une lampe. Dans son projet, Anne peut compter sur le soutien de ses parents. Son père est chef des laboratoires d'ingénierie mécanique de l'Université de Victoria, l'une des plus importantes du Canada. Anne va donc pouvoir finaliser son projet dans les meilleures conditions. C'est ici que j'ai fait la plupart de mon travail pour le design de ma lampe. Je dois mettre mes lunettes car sécurité avant tout. Dans cette caverne d'Ali Baba, Anne a pu trouver tout ce qu'elle voulait pour le design de sa lampe. De l'aluminium, du PVC et des machines industrielles qu'elle a bien sûr pu utiliser sous l'œil protecteur de son père. Et après 5 mois de travail, voici le résultat. Tout d'abord, on a un tube d'aluminium. Là, c'est le circuit. Et l'autre partie, c'est celle que l'on tient. Elle est constituée simplement de PVC, celui que je coupais tout à l'heure. Ici, on a l'espace pour les plaques Peltier. C'est vraiment un design très simple. On a 4 grosses plaques Peltier. Et j'ai utilisé un tube d'aluminium creux, car c'est un très bon conducteur. Et cela permet à l'air de refroidir la partie basse des plaques Peltier. Papa, tu peux éteindre la lumière? Anne a réussi son pari. Sa lampe, qui n'a coûté que 20 € éclaire. Sa puissance équivaut à 4 bougies et elle possède plusieurs minutes d'autonomie. La première fois que ma lampe a fonctionné, j'étais vraiment contente. Je me suis dit, ah, ça marche vraiment. C'est vraiment fou que cela s'allume juste avec la chaleur humaine. C'est incroyable. Je suis fier qu'elle ait réussi à combiner tous les éléments pour créer quelque chose qui fonctionne vraiment. Mais le travail est loin d'être terminé. Son père vient de lancer les procédures de brevet et Anne doit encore peaufiner son invention. Je veux vraiment améliorer l'efficacité du circuit pour augmenter la luminosité. C'est vraiment mon but. Si Anne souhaite perfectionner au plus vite sa lampe, c'est que la technologie qu'elle a utilisée est pleine de promesses pour le futur. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez Susan Williams, directrice juridique d'une ONG qui vise à améliorer la qualité de vie des enfants vulnérables dans le monde.
Oh, je trouve ça formidable. On a vraiment besoin de ce genre d'outils, de ce genre de sources d'énergie que l'on pourrait utiliser lors de catastrophes naturelles. C'est vraiment une invention fantastique. Et en plus, ton énergie peut être développée pour plein d'autres choses, comme des ordinateurs portables. Oui, d'ailleurs, mes copines me disent « Tu devrais faire des téléphones portables qui se rechargent juste en les tenant. » Pour l'instant, Anne reste concentrée sur sa lampe. Plusieurs entreprises l'ont contactée, mais rien n'est encore signé. Ma priorité, si elle était fabriquée, serait de garder le contrôle afin de pouvoir distribuer un certain nombre de lampes torches aux personnes du tiers-monde. Ils en ont vraiment besoin. Par exemple, j'aimerais que pour une certaine quantité vendue, un certain nombre de lampes torches soient distribuées gratuitement. En attendant une commercialisation attendue pour 2016, cette lampe frugale a transformé le quotidien de la jeune adolescente. Conférences, interviews, des millions de vues sur Internet, Anne est devenue aussi connue que sa lampe. Mais elle n'en oublie pas pour autant son objectif initial. Je suis fière d'attirer l'attention du public sur le fait qu'1,4 milliard de gens vivent toujours sans électricité. Et j'espère qu'avec ma lampe torche et sa technologie, je pourrai apporter une solution et permettre aux gens à travers le monde d'avoir de l'électricité. Je suis maintenant en ligne avec Frédéric Rabier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Électriciens sans frontières. Alors, que pensez-vous de l'initiative d'Anne Makosinski? Écoutez, c'est une très bonne technologie, je pense très innovant. Je pense aussi qu'elle a sa place dans l'ensemble de ce qu'on peut appeler les solutions énergétiques qui sont en développement. Effectivement, c'est une solution qui peut être réaliste sur le marché. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les objectifs de l'association Électriciens sans frontières? Alors, Électriciens sans frontières, donc c'est une ONG de solidarité internationale qui a 1 millier de bénévoles. Et l'objectif de cette ONG, c'est de faire reculer la pauvreté énergétique dans le monde. Voilà. On parle souvent de la nourriture, de l'accès à l'eau. Il se trouve que l'accès à l'électricité est aussi un élément clé du bien-être des gens. Elle vient compléter un peu ces fonctionnalités, puisque bon, quand on a accès, par exemple, à l'énergie, on peut pomper de l'eau, on peut faire du maraîchage et créer du développement. L'accès à la santé, pareil, c'est donner une chaîne de froid, conserver mieux les vaccins, avoir une lumière pour faire une opération la nuit, par exemple, un accouchement, ou encore avoir de l'énergie pour recharger un téléphone et appeler des urgences. On est par exemple intervenu en Haïti après le tremblement de terre. Ça veut dire que vous arrivez dans la foulée de, par exemple, Médecins sans frontières sur une catastrophe et vous fournissez de la logistique électrique de manière à donner de la lumière aux gens. En Haïti, ça a été le cas. Donc on a électrifié des hôpitaux, on a électrifié les camps de réfugiés parce qu'il y avait, bon, c'était tout noir, hein, mais donc il y avait des risques de sécurité très élevés avec beaucoup de viols. Et on s'est aperçu que lorsqu'on amenait l'électricité, on baissait la criminalité. Quelles sont les prochaines initiatives ou grands projets d'Électriciens sans frontières? On a un projet qu'on appelle Café Lumière. Et donc, l'idée du Café Lumière, c'est de développer de créer des pépinières autour de la production d'électricité. C'est-à-dire d'apporter l'énergie comme un service et puis de développer des petites activités autour de ce service de l'énergie. Comme la recharge de téléphone, comme un coiffeur, comme la distribution d'eau potable, ou la mise à disposition d'une salle avec une TV, ou de la lumière pour pouvoir se réunir le soir, etc. Frédéric Rabier, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et bonne continuation dans votre combat pour l'électricité. Voilà, on arrive au terme de cette émission, une émission qui se poursuit, vous le savez, sur arte.tv/futurmag et sur les réseaux sociaux grâce au hashtag de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, und bis bald.